Investir dans l'immobilier à l'étranger quand on vit en Israël, l'idée est plutôt séduisante, n'est-ce pas? Surtout quand on pense à la fiscalité locale. Mais attention, derrière la promesse de super rendement se cache un véritable labyrinthe fiscal. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la carte pour le traverser sans se perdre. D'un côté, il y a le rêve. Un bel appartement à Athènes, des revenus qui tombent tous les mois, loin des impôts israéliens. Et de l'autre, eh bien, il y a la réalité. La douche froide, des taxes surprises, des lois qu'on ne comprend pas et des bénéfices qui fondent comme neige au soleil. Le rêve peut très très vite virer au cauchemar fiscal. Regardez bien ce chiffre, 40%. Imaginez un instant que près de la moitié de votre investissement immobilier à l'étranger puisse partir en fumée au moment de le transmettre à vos enfants. C'est ça le risque des droits de succession dans certains pays. Un impôt fantôme qui peut littéralement anéantir des années d'efforts. Voilà pourquoi chaque détail compte. Bon alors, commençons par le commencement. D'où vient cet attrait si fort pour l'étranger? Et surtout, quels sont les pièges les plus courants qui se cachent derrière cette promesse d'Eldorado immobilier? La vraie question au fond, c'est comment on s'y retrouve dans ce dédale fiscal? C'est tout l'objet de notre analyse aujourd'hui, vous donner une sorte de boussole pour transformer les risques en décisions éclairées. Pour s'aventurer sur ce terrain, il y a des règles d'or, des fondamentaux à respecter absolument. C'est le socle de n'importe quel investissement réussi à l'étranger. Voici donc les 4 commandements fiscaux. Règle numéro 1, la transparence. Tous les revenus locatifs de l'étranger doivent être déclarés en Israël. L'oublier, ce n'est pas juste une erreur, c'est s'exposer à des poursuites pénales. Deuxièmement, on ne paie pas deux fois. L'impôt payé à l'étranger, c'est un crédit d'impôt en Israël. Concrètement, on paye toujours le taux le plus élevé des deux pays, mais jamais les deux. Troisième règle, faire ses devoirs. Chaque pays a ses propres règles du jeu. Il faut les connaître avant d'acheter. Et enfin, quatrième point, penser à l'après. La succession, ce fameux risque à 40%, ça doit être anticipé dès le premier jour. Ok, maintenant que les bases sont posées, on passe au concret. Voici 5 questions essentielles à se poser. C'est une sorte de checklist pour évaluer et sécuriser n'importe quel projet. Première question, et elle est absolument critique. Est-ce que le bien est destiné à de la location courte durée, genre Airbnb, ou à de la location classique, longue durée? Et pourquoi cette question est si cruciale? Parce que la réponse change tout, fiscalement parlant. La location longue durée, c'est considéré comme un revenu passif, taxé de manière assez standard. Par contre, la location courte durée, là, pour le fisc, c'est une activité commerciale. Et ça peut vouloir dire des impôts bien plus élevés, des obligations de TVA et une paperasse beaucoup plus lourde. Ce n'est plus du tout le même métier. Allez, on enchaîne. Deuxième question stratégique. Vaut-il mieux acheter via une société ou directement en nom propre? C'est une décision qui va structurer tout l'investissement. Alors, créer une société locale, une LLC aux États-Unis, par exemple, c'est un peu comme construire une forteresse autour de son investissement. Premier avantage, la protection juridique. Les biens personnels sont bien à l'abri. Deuxième avantage, une fiscalité qui peut être plus douce. Et surtout, le plus important, c'est souvent le seul vrai bouclier contre les droits de succession. Le coût, bien sûr, il y a des frais de création et de gestion annuels. Troisième question, et là, on va tordre le cou à une idée reçue qui a la vie dure. Est-ce que créer une société à l'étranger est toujours la solution miracle pour économiser des impôts? Attention, on piège. Le fisc israélien a une sorte d'arme secrète, les règles CFC. Pensez-y comme à des lunettes à rayon X, ça lui permet de regarder à travers la société étrangère et de voir directement les loyers qui sont encaissés. Du coup, pour l'impôt israélien, c'est comme si l'argent était touché en direct. Le bouclier de la société n'est donc pas toujours infaillible. Quatrième point, une astuce qui concerne souvent les couples qui investissent ensemble. Est-ce que c'est une bonne idée de répartir la propriété du bien entre les conjoints? La réponse est très souvent un grand oui, surtout dans des pays comme la Grèce ou Chypre. Pourquoi? Parce que l'impôt là-bas est progressif. En partageant les revenus, chaque conjoint reste dans une tranche d'imposition plus basse. Résultat, au final, le foyer paye globalement moins d'impôts. C'est une astuce toute simple mais redoutablement efficace. Et on termine avec la 5e et dernière question, celle qui porte sur les coûts qu'on a tendance à oublier, mais qui pèsent lourd à la fin, des frais de gestion et de déclaration à l'étranger. Dans le budget, il y a 2 lignes qu'il ne faut surtout pas zapper. Le comptable local, qui est indispensable pour les déclarations, et l'agence de gestion qui va prendre entre 8 et 12% des loyers. Mais il y a une bonne nouvelle. Ces frais, ce n'est pas de l'argent perdu, ce sont des charges déductibles. Chaque euro dépensé ici réduit d'autant le revenu qui sera imposé. Allez, assez de théorie, place à la pratique. Voyons maintenant comment ces règles s'appliquent concrètement dans quelques destinations très prisées des investisseurs. C'est parti pour un petit tour du monde de la fiscalité immobilière.
On commence avec un poids lourd, les États-Unis. C'est un marché qui offre d'énormes opportunités, c'est vrai, mais qui est aussi d'une complexité fiscale assez redoutable. Aux États-Unis, il y a deux monstres fiscaux qui guettent les non-résidents. Le premier, c'est l'estate tax, la fameuse taxe sur la succession qui peut confisquer jusqu'à 40% du bien. Là, la LLC devient un bouclier quasi obligatoire. Le second, c'est la loi FIRTA. Au moment de vendre, l'acheteur doit bloquer 15% du prix et le verser directement au fisc. C'est une très mauvaise surprise si on n'a pas anticipé cette retenue dans sa trésorerie. Quand on regarde ce tableau, on voit tout de suite que c'est le grand écart. D'un côté, on a le paradis fiscal de Dubaï, zéro impôt sur presque tout. De l'autre, des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, où les droits de succession sont un vrai danger. Et entre les deux, on a des cas intéressants comme l'Allemagne, qui récompense la patience en annulant l'impôt sur la plus-value après 10 ans de détention. La conclusion est simple, on ne peut absolument pas appliquer la même stratégie partout. Et on termine par le point le plus sensible, le risque ultime. C'est la menace dont les promoteurs oublient souvent, parfois volontairement, de parler. Et ce n'est pas de la théorie, hein. Écoutez ce témoignage, c'est un cas réel d'un investisseur israélien aux États-Unis. Les héritiers ont dû payer près de 40% de la valeur du bien avant même de pouvoir le recevoir. Je crois que tout est dit. Sans une bonne planification, l'investissement de toute une vie peut devenir un fardeau pour la génération suivante. Pour conclure, investir à l'étranger, c'est bien plus qu'une simple question de rendement. La vraie question, c'est le projet est-il conçu pour le succès ou pour réserver une très mauvaise surprise fiscale? La différence entre les deux, au final, elle se résume souvent à un seul mot, l'anticipation.